Bienvenue sur Algérie Puissance. Aujourd'hui, nous retraçons les événements qui ont bouleversé l'Algérie et ouvert la voie à l'indépendance. Le 8 mai 1945 marque pour l'Europe la fin d'un cauchemar. La guerre s'achève. L'Allemagne capitule. À Paris, les Champs-Élysées sont submergés par une marée humaine venue célébrer la victoire des Alliés. Mais à plusieurs milliers de kilomètres de là, de l'autre côté de la Méditerranée, ce même jour ne signifie pas la paix pour tous. En Afrique du Nord, dans l'empire colonial français, l'heure est aussi au rassemblement. En Tunisie, au Maroc et en Algérie, on célèbre officiellement la victoire. Une victoire à laquelle les peuples du Maghreb ont largement contribué, en envoyant des centaines de milliers de soldats combattre sous l'uniforme français. Pourtant, derrière les drapeaux et les discours, une colère profonde couve. En Algérie, ce 8 mai 1945, des manifestations sont organisées pour rappeler une revendication essentielle, la liberté. Les nationalistes exigent la libération de Messali Hadj, figure centrale du mouvement indépendantiste, exilé de force par les autorités coloniales. La tension monte. Puis, tout bascule. Ce qui devait être une journée de célébration se transforme en tragédie. Dans l'Est algérien, les affrontements dégénèrent rapidement. La répression s'abat, massive et implacable. Pendant plusieurs semaines, l'armée française mène des opérations d'une extrême violence. Le bilan humain est écrasant. Des milliers d'Algériens musulmans tués contre quelques dizaines d'Européens. Ces événements laissent une trace indélébile. Ils brisent définitivement l'illusion d'une coexistence pacifique au sein du système colonial. En métropole, cependant, l'enthousiasme de la victoire masque presque totalement ce drame. L'Algérie saigne pendant que la France fête la paix. Comment expliquer une telle rupture? Comment comprendre que la fin de la guerre mondiale marque, en Afrique du Nord, le début d'un point de non-retour? Pour saisir cette fracture, il faut remonter dans le temps. Au début des années 1930, vue depuis Paris, la présence française en Afrique du Nord semble stable, presque incontestable. L'empire colonial est présenté comme un succès politique, économique et culturel. En 1931, l'exposition coloniale internationale organisée à Paris en est la parfaite illustration. L'Algérie, le Maroc et la Tunisie y sont exposés comme des vitrines du rayonnement français. Tout est pensé pour glorifier l'œuvre coloniale et rassurer l'opinion publique. L'Algérie occupe une place particulière. Elle n'est pas seulement une colonie, elle est administrée comme une extension du territoire français. Près de 900 000 Européens y vivent durablement, au milieu de plus de 7 millions de musulmans. Depuis la conquête du XIXe siècle, les terres ont été redistribuées, souvent au détriment des populations autochtones. L'agriculture est profondément transformée. De vastes domaines appartiennent aux colons, tandis que les Algériens, privés de leurs terres, deviennent une main-d'œuvre exploitée. Dans les villes, la séparation est aussi visible. Les quartiers se côtoient sans réellement se mélanger. Les droits, eux, ne sont pas les mêmes. Les musulmans ne sont pas des citoyens à part entière. Ils sont des sujets, soumis à l'autorité française, mais exclus des libertés politiques fondamentales. En Tunisie et au Maroc, le système est différent dans sa forme, mais similaire dans son esprit. Ces territoires sont des protectorats. Le bey de Tunis et le sultan du Maroc incarnent un pouvoir local, en grande partie symbolique. En réalité, les décisions majeures sont prises par l'administration française. La domination s'exerce de manière indirecte, mais tout aussi efficace. Dans ces sociétés profondément inégalitaires, une même logique prévaut: maintenir l'ordre colonial en fragmentant les populations, en opposant les communautés, en contrôlant les élites. À partir des années 1930, pourtant, ce système commence à se fissurer. Au Maroc, la promulgation du daïr berbère provoque une onde de choc. En séparant juridiquement les berbères du reste de la population musulmane, ce texte est perçu comme une tentative de division délibérée. Les réactions sont immédiates. Des manifestations éclatent. Une conscience nationale commence à émerger. Dans le même temps, certaines initiatives religieuses chrétiennes, soutenues par des milieux coloniaux, attisent les tensions. L'idée que les populations berbères pourraient être détachées de l'islam choque profondément. En Tunisie, un autre événement marque les esprits: le congrès eucharistique de Carthage, en 1930.
cette démonstration de force catholique est vécue comme une humiliation par une partie de la population musulmane. Dans le contexte colonial, la laïcité proclamée par la République française reste théorique. Pour beaucoup, la domination politique se confond avec une domination culturelle et religieuse. Le réveil des consciences. Peu à peu, un sentiment nouveau se répand, celui d'une injustice structurelle, durable et profondément enracinée. Les premières voix nationalistes s'élèvent. Elles ne sont encore que minoritaires, mais elles annoncent un bouleversement à venir. Le Maghreb entre alors dans une nouvelle phase de son histoire. Une phase où les mots liberté, égalité et dignité prennent un sens de plus en plus concret. La montée des leaders nationalistes et les illusions perdues. Dans ce climat d'inégalité et de frustration, une nouvelle génération commence à émerger. Des hommes formés à l'école du système colonial lui-même, mais qui vont peu à peu retourner ses principes contre lui. Ils ont appris l'histoire de France, ils ont étudié la Révolution française, ils connaissent par cœur ces grands mots, liberté, égalité, fraternité. Mais dans leur quotidien, ces principes ne s'appliquent pas à eux. En Tunisie, l'un de ces nouveaux visages s'impose rapidement, Habib Bourguiba. Jeune avocat, formé dans les universités françaises, il incarne une génération moderniste et déterminée. En 1934, il fonde, avec d'autres militants, le Néo-Destour. Ce parti devient le fer de lance du combat pour l'indépendance tunisienne. Le paradoxe est frappant. Les cadres du nationalisme tunisien sont issus des écoles créées par le protectorat. Ils ont assimilé les méthodes politiques occidentales, le syndicalisme, les partis, la mobilisation populaire, et s'en servent désormais pour contester la domination française. Face à cette montée en puissance, la réponse des autorités est sans appel, la répression. Bourguiba est arrêté en 1938 et emprisonné. Dans le même temps, les autorités coloniales interdisent l'affichage de la Déclaration des droits de l'homme dans les établissements scolaires tunisiens. Officiellement, ces principes seraient incompatibles avec les traditions locales. En réalité, il s'agit surtout d'éviter que ces idées ne deviennent des armes politiques. Ainsi, tout ce que le système colonial introduit, l'école, les idées modernes, l'organisation politique, peut être récupéré et retourné contre lui. En Algérie, une autre figure s'impose, Messali Hadj. Issu de l'immigration algérienne en France, il découvre très tôt le monde ouvrier, les syndicats et les milieux politiques de gauche. C'est dans ce contexte que mûrit chez lui l'idée d'indépendance. Messali Hadj n'est pas un intellectuel au sens classique, mais il possède une qualité essentielle, le verbe. Un orateur hors pair, capable de galvaniser les foules. Il prend la tête de l'Étoile nord-africaine, fondée à Paris, qui rassemble des militants algériens, marocains et tunisiens. Dès les années 1920, il défend une idée centrale. L'émancipation d'un pays du Maghreb ne peut réussir sans la solidarité des deux autres. Pour lui, la lutte est commune, le destin du Maghreb est indissociable. Cette position inquiète profondément les autorités françaises. Messali Hadj est surveillé, arrêté, emprisonné à plusieurs reprises. À côté de ce courant radical, un autre chemin semble encore possible. Ferhat Abbas, pharmacien à Sétif, représente l'espoir d'une évolution pacifique. Il croit à une assimilation progressive des élites musulmanes dans la République française. Lorsque le Front populaire arrive de pouvoir en France en 1936, l'espoir renaît. Un projet de réforme, porté par Maurice Violette, prévoit d'accorder le droit de vote à une minorité de musulmans. Mais la réaction des colons européens est immédiate et violente. Pour eux, cette réforme est inacceptable. Sous la pression, le projet est enterré. Ferhat Abbas comprend alors que la porte des réformes est en train de se refermer. Il lance un avertissement resté célèbre. Si France refuse les réformes, ce n'est pas un projet qu'elle enterre, mais son propre avenir en Algérie. Les espoirs nés du Front populaire s'effondrent rapidement. Entre 1936 et 1937, la répression s'abat sur les mouvements nationalistes. En Maroc, en Tunisie, en Algérie, les arrestations se multiplient. À Meknès, des événements sanglants marquent les esprits. L'Étoile nord-africaine est dissoute en 1937. Les leaders sont neutralisés. Le message est clair. Aucune remise en question de l'ordre colonial ne sera tolérée. À Paris, l'attention se détourne définitivement de la question coloniale. La menace de guerre en Europe devient prioritaire. Face aux ambitions de l'Italie fasciste, de l'Allemagne nazie et de l'Espagne franquiste, la France redécouvre l'importance stratégique du Maghreb.
On rappelle alors la contribution décisive des soldats nord-africains lors de la Première Guerre mondiale. On espère une nouvelle fois leur loyauté. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, la conscription est réactivée. En Algérie, les musulmans sont appelés sous les drapeaux. Officiellement, certains s'engagent volontairement, mais dans les faits, la pression est immense. Chefs de tribu, caïds, administrateurs sont mobilisés pour remplir les quotas. Au total, entre 150 000 et 200 000 Algériens sont envoyés au combat. Messali Hadj, lui, refuse. À la veille de la guerre, il écrit « L'Afrique du Nord n'est liée à la France que par 100 ans d'oppression. Notre patrie, c'est le Maghreb. » Pour les autorités, c'est une ligne rouge. Il est arrêté, son journal interdit. À l'inverse, Ferhat Abbas choisit de soutenir la France, espérant encore que la loyauté sera récompensée. Au Maroc, le sultan Mohamed Ben Youssef proclame officiellement sa solidarité avec la France. En Tunisie, la mobilisation se déroule sans opposition majeure. Mais derrière cette apparente unité, quelque chose s'est définitivement fissuré. La guerre mondiale va accélérer l'histoire et faire tomber une à une les dernières illusions. 1940. La chute de la France et le choc colonial. En juin 1940, le monde bascule. L'armée française est balayée en quelques semaines par la Wehrmacht. La défaite est brutale, humiliante, incompréhensible. Pour les peuples d'Afrique du Nord, le choc est immense. Des dizaines de milliers de soldats maghrébins envoyés combattre en Europe sont faits prisonniers. Parmi eux, 60 000 Algériens, 18 000 Marocains et 12 000 Tunisiens. Puis vient l'impensable. Le maréchal Pétain signe l'armistice avec l'Allemagne nazie. Pour beaucoup de musulmans du Maghreb, cette décision est un traumatisme. Comment la puissance coloniale qui exigeait loyauté et sacrifice a-t-elle pu capituler si vite? Depuis Londres, le général de Gaulle appelle à la résistance. Il propose aux forces françaises d'Afrique du Nord de poursuivre le combat. Mais le général Charles Noguès, commandant en chef sur place, refuse. Il choisit l'obéissance au régime de Vichy, né de la défaite. Pour les populations musulmanes, la situation devient incompréhensible. 2 discours, 2 autorités, 2 légitimités françaises et aucune clarté. Quelques jours plus tard, un événement dramatique achève de semer le trouble. Le 3 juillet 1940, à Mer el-Kébir, la flotte française est attaquée et coulée par les Britanniques. 1200 marins français périssent. Les musulmans du Maghreb assistent sidérés à ce spectacle. Les Français se combattent entre eux. Malgré la défaite, l'Afrique du Nord reste sous contrôle français. Hitler préfère laisser la région à Vichy pour éviter que la France ne reprenne la guerre depuis ses colonies. En septembre 1940, le général Weygand est nommé représentant de Pétain en Afrique du Nord. Il applique avec rigueur la révolution nationale. Partout, le culte du maréchal est imposé. Des villages sont rebaptisés Maréchal Pétain. Les autorités proclament la fidélité indéfectible de l'Empire à la France vaincue. La population européenne, dans sa grande majorité, adhère au régime Vichy. Dans certaines villes, notamment agricoles, Vichy est perçu comme un rempart contre toute réforme. Le régime de Vichy impose aussi ses lois discriminatoires. Le décret Crémieux, qui avait accordé la citoyenneté française aux Juifs d'Algérie en 1870, est abrogé. Les Juifs redeviennent des indigènes privés de droits. Contrairement aux attentes de Vichy, cette mesure ne provoque pas l'hostilité des musulmans. Au contraire, elle rapproche les communautés. Dans de nombreux cas, des musulmans protègent des Juifs, parfois au péril de leur vie. Face à l'injustice, une solidarité inattendue se développe. Le régime vichiste multiplie les internements arbitraires. Juifs, étrangers, militants politiques, syndicalistes et nationalistes sont enfermés dans des camps, souvent dans des conditions inhumaines. En Tunisie, le bey Ahmed II tente de s'opposer aux mesures antisémites. Il déclare publiquement que les Juifs sont ses enfants au même titre que les musulmans. Mais la marge de manœuvre est étroite. Le malaise social s'aggrave, la vie devient plus chère, les pénuries se multiplient. En Algérie, le racisme se fait plus violent, plus visible. À Zeralda, une manifestation contre une inscription insultante, plage interdite aux Arabes et aux Juifs, est réprimée. Des dizaines de manifestants sont emprisonnés dans une cellule aiguillue. Plus de 20 y trouvent la mort, étouffés. Ce événement marque un tournant.
La fracture entre Européens et musulmans s'approfondit. Même au sein de l'armée, les discriminations sont flagrantes. Les soldats musulmans ne touchent pas les mêmes soldes. Ils ne bénéficient pas des mêmes droits. Ils sont exclus de certaines promotions et fonctions de commandement. En janvier 1941, à Maison-Carrier, près d'Alger, une mutinerie éclate parmi les tirailleurs. Accablés par les brimades, empêchés de respecter le jeûne du Ramadan, certains se mutilent et se retournent contre leurs officiers. La répression est sanglante. À chaque révolte, une revendication revient, l'égalité. Dans ce climat explosif, Messali Hadj est condamné en mars 1941 à 16 ans de travaux forcés. Un haut fonctionnaire écrit alors « Ce jugement risque de transformer Messali Hadj en symbole, en cristallisant toutes les colères autour de son nom. » La prophétie s'avéra exacte. Pendant ce temps, la propagande de l'Axe se renforce. Depuis Berlin, des émissions en arabe appellent à la chute de la France coloniale. Beaucoup de prisonniers maghrébins voient alors l'Allemagne comme l'ennemi de leur ennemi, non par adhésion idéologique, mais par désespoir. Certains leaders tentent brièvement de jouer cette carte, mais ils comprennent vite que l'Allemagne n'a aucune intention de libérer le Maghreb. Au Maroc, même les autorités françaises reconnaissent que les nationalistes préfèrent encore la domination française à celle du nazisme. Mais une chose est désormais certaine, le mythe de la France invincible est brisé. Et l'histoire s'accélère. 1942, le débarquement allié et la fin de l'ordre vichiste. À l'automne 1942, un nouveau tournant majeur s'annonce. Cette fois, ce ne sont plus des discours, mais des armées entières qui entrent en scène. Les États-Unis, avec l'accord de Churchill, décident de frapper fort. Objectif, reprendre pied sur le continent africain et chasser définitivement l'influence de l'Axe en Méditerranée. Le plan porte un nom, Opération Torche. Au l'aube du 8 novembre 1942, des troupes américaines débarquent simultanément sur plusieurs points stratégiques. Au Maroc, Port Lyautey, Fedala, Casablanca. En Algérie, Oran et Alger. Pour les populations locales, le choc est immense. Jamais une armée étrangère d'une telle puissance n'avait foulé cette terre. Au Maroc, un retard dans la coordination empêche la résistance locale de soutenir efficacement le débarquement. Les forces fidèles à Vichy ont le temps de s'organiser et de défendre Casablanca et Rabat conformément aux ordres de Pétain. Les combats sont violents. Pendant 3 jours, la mer et la terre deviennent des champs de bataille. Le bilan est lourd. Plus de 3000 morts avant que les Américains ne l'emportent. Face à l'avancée américaine, le sultan Mohammed Ben Youssef fait un choix décisif. Il refuse de se replier avec le général Noguès à l'intérieur du pays. Au contraire, il reste sur place et accueille les troupes américaines avec courtoisie. Un geste lourd de sens. Ce moment marque un tournant symbolique. Pour la première fois, l'autorité du sultan s'affirme face à la puissance coloniale. La situation est bien différente en Tunisie. Le nouveau bey, Monsef Bey, monté sur le trône quelques mois plus tôt, proclame la neutralité. Mais l'amiral Esteva, représentant de Vichy, fait un autre choix. Il ouvre les portes du protectorat aux forces allemandes et italiennes. Le port de Bizerte est livré. La flotte française tombe aux mains de l'Axe. La Tunisie devient alors un véritable champ de bataille. Le véritable enjeu stratégique reste l'Algérie. À Alger, de petits groupes de résistants, numériquement faibles mais déterminés, passent à l'action. Dans un coup de force audacieux, ils neutralisent les autorités vichistes. Par un incroyable hasard de l'histoire, l'amiral François Darlan, figure centrale de la collaboration, se trouve alors sur place. Grâce à cette action, le débarquement américain en Algérie se déroule avec relativement peu de pertes. Darlan lui-même ordonne le cessez-le-feu dès le soir du 8 novembre. Le jour même du débarquement, des avions américains survolent villes et campagnes marocaines. Ils larguent des milliers de tracts. Le message est soigneusement choisi. Les soldats américains y sont présentés non comme des envahisseurs, mais comme des moudjahidines de la liberté. À la radio, depuis Gibraltar, des messages en arabe appellent les populations à accueillir ces combattants, venus selon les mots utilisés, pour le grand djihad de la liberté. Le message est clair. Les Américains se posent comme libérateurs, et non comme colonisateurs. L'arrivée des forces américaines produit un effet immédiat. Le contraste est saisissant.
Le matériel, la logistique, l'organisation, tout révèle une puissance industrielle écrasante. Pour beaucoup, la comparaison est sans appel. La France apparaît désormais comme une puissance affaiblie, dépassée. Ce choc technologique et symbolique entame encore davantage le prestige colonial français. Au centre de ce chaos politique se trouve Darlan. Désigné par Pétain comme haut commissaire, il retourne rapidement sa veste après l'invasion de la zone libre par les Allemands. Les Américains, par pur pragmatisme, acceptent de traiter avec lui. Ils le considèrent comme une solution provisoire. Mais Darlan ne remet pas en cause les lois réactionnaires de Vichy. Pour les populations musulmanes, il incarne toutes les contradictions de la présence française. Son pouvoir est fragile. Le 24 décembre 1942, il est assassiné par un jeune résistant. Avec lui, disparaît une figure devenue insoutenable. En Tunisie, les combats s'intensifient. De novembre 1942 à mai 1943, les forces alliées affrontent les troupes allemandes et italiennes commandées par Rommel. Aux côtés des Alliés, combattent l'armée d'Afrique et les forces françaises libres. La coordination est difficile, les rivalités nombreuses. Mais progressivement, le rapport de force bascule. En mai 1943, la victoire est totale. 250 000 soldats de l'Axe sont faits prisonniers. L'Afrique du Nord est définitivement libérée. 1943-1944, l'espoir renaît, puis se fissure. La victoire alliée en Afrique du Nord change tout. Pour la première fois depuis 1940, l'avenir semble à nouveau ouvert. Mais très vite, une question s'impose. Que va devenir l'Afrique du Nord après la guerre? À Alger, devenue capitale politique de la France combattante, une rivalité s'installe. D'un côté, Charles de Gaulle, déterminé à restaurer la souveraineté française. De l'autre, les États-Unis, pragmatiques, méfiants de l'égard du vieux système colonial. Les Américains voient dans l'Empire français un vestige du passé. Ils imaginent un monde d'après-guerre fondé sur l'autodétermination des peuples. Mais pour de Gaulle, la question est non négociable. L'Empire doit rester français. Sans colonie, la France ne peut prétendre redevenir une grande puissance. En janvier 1944, de Gaulle réunit à Brazzaville les représentants de l'Empire. Son discours marque une rupture, mais aussi une limite. Il reconnaît que le système colonial tel qu'il existait avant-guerre est dépassé. Il promet des réformes, plus de droits, plus de participation politique. Mais il ferme catégoriquement la porte à toute indépendance. Pour les nationalistes maghrébins, le message est limpide. Il n'y aura pas de liberté, seulement des ajustements. L'Algérie occupe une place particulière. Officiellement, ce n'est pas une colonie, mais une partie intégrante de la France. 3 départements, administrés comme la métropole. Mais cette fiction juridique masque une réalité brutale. 2 sociétés coexistent sans égalité. Après 1943, certaines mesures sont adoptées. Des musulmans obtiennent la citoyenneté sans renoncer à leur statut personnel. Mais ces concessions concernent une infime minorité. La masse de la population reste exclue. Le 10 février 1943, Ferhat Abbas publie un texte fondamental, le Manifeste du peuple algérien. Il ne réclame pas encore l'indépendance totale. Il exige l'égalité réelle, la reconnaissance du peuple algérien et une autonomie politique. Ce texte rallie des courants très différents, réformistes, nationalistes modérés, anciens militants messalistes. Pour la première fois, une plateforme commune voit le jour. En 1944, ce mouvement s'organise. Il prend un nom, les AML. Le succès est fulgurant. Des centaines de milliers d'adhésions en quelques mois. Dans les villages, les villes, les campagnes, les réunions se multiplient. On débat, on espère, on s'organise. Pour beaucoup d'Algériens, c'est la première expérience politique de masse. Les autorités françaises observent cette mobilisation avec inquiétude. Officiellement, on tolère les AML, officieusement, on les surveille étroitement. Les colons européens, eux, paniquent. Ils redoutent toute remise en cause de leur domination politique et économique. À leurs yeux, les promesses de réforme vont déjà trop loin. La tension monte. Pendant ce temps, Messali Hadj reste écarté du jeu politique. Libéré de prison, il est immédiatement placé en résidence surveillée. Son influence demeure immense. Son absence alimente frustration et division. 2 visions s'opposent désormais.
celle de la négociation progressive, incarnée par Ferhat Abbas, et celle de la rupture radicale, portée par les messalistes. L'année 1944 s'achève dans une atmosphère étrange. La guerre touche à sa fin, les discours alliés parlent de liberté, de démocratie, de droits des peuples. Mais sur le terrain, rien ne change vraiment. Les Algériens attendent. Ils ont combattu pour la libération de l'Europe, ils attendent maintenant la leur. Cette attente, lourde d'espoir et de frustration, va bientôt exploser. 8 mai 1945, le jour où tout bascule. Le 8 mai 1945, l'Europe célèbre la victoire sur le nazisme. À Paris, à Londres, à New York, les foules envahissent les rues. Mais en Algérie, cette date prend un tout autre sens. Depuis des mois, les nationalistes algériens préparent cette journée. Ils veulent célébrer la victoire, mais aussi rappeler les promesses faites pendant la guerre. À Sétif, Guelma, Kherrata, des cortèges se forment. Les mots d'ordre sont clairs: liberté, égalité, reconnaissance du peuple algérien. Des drapeaux alliés sont brandis, et pour la première fois, des drapeaux algériens apparaissent. Pour beaucoup de manifestants, c'est un geste symbolique, pacifique, un appel à être enfin entendu. À Sétif, la tension est palpable. Les autorités coloniales ont donné des consignes strictes. Aucun drapeau autre que le drapeau français ne doit être visible. Lorsque la police tente d'arracher un drapeau algérien, la situation dégénère. Un jeune scout, Saal Bouzid, est abattu. La foule explose. Ce qui n'était qu'une manifestation devient une émeute. Des colons sont attaqués, des fermes isolées sont prises pour cible. La violence se propage rapidement dans les campagnes environnantes. La réponse des autorités est immédiate et d'une brutalité extrême. L'armée française est mobilisée. L'aviation bombarde des villages. La marine tire depuis la mer sur les zones côtières. Des milices européennes se constituent. À Guelma, elles arrêtent, torturent et exécutent sommairement. Pendant plusieurs semaines, la répression se poursuit, sans distinction, sans procès. Officiellement, les autorités parlent de quelques milliers de morts, mais très vite, d'autres chiffres circulent. Les historiens estiment aujourd'hui que des dizaines de milliers d'Algériens ont été tués. 30 000, 40 000, peut-être davantage. Ce chiffre ne sera jamais officiellement reconnu. Ce qui est certain, en revanche, c'est l'ampleur du traumatisme. Pour toute une génération d'Algériens, le message est clair. Les promesses de la France étaient des illusions. La victoire contre le fascisme n'apportera pas la liberté aux colonisés. À partir de ce moment, une conviction s'impose. L'indépendance ne se négociera pas, elle se prendra. Le 8 mai 1945 marque la fin d'une époque, celle des pétitions, des manifestes, des réformes espérées. Les AML sont dissous, leurs dirigeants arrêtés, emprisonnés, parfois exilés. Ferhat Abbas est placé en résidence surveillée. Les messalistes sont traqués. Mais loin d'éteindre le mouvement national, la répression le radicalise. Dans la clandestinité, une nouvelle génération commence à s'organiser, plus discrète, plus déterminée. Sétif, Guelma, Kherrata deviennent des noms gravés dans la mémoire collective, non comme une émeute, mais comme un massacre, un point de non-retour. Désormais, une autre phase de l'histoire commence, celle de la préparation armée. 1945-1954, la clandestinité avant l'explosion. Après les massacres de mai 1945, le mouvement national algérien entre dans une nouvelle phase, silencieuse, souterraine. La répression a brisé les organisations visibles, mais elle n'a pas détruit la volonté. Malgré son éloignement, Messali Hadj reste la figure la plus populaire du nationalisme algérien. Son aura dépasse les prisons, les exils et la censure. Autour de lui, le PPA, puis le MTLD, continuent d'exister légalement, en apparence. En réalité, l'essentiel se joue désormais ailleurs. Dès 1947, une structure secrète est créée, l'Organisation spéciale, l'OS. Sa mission est claire, préparer la lutte armée. Ses membres s'entraînent, collectent des armes, étudient les failles du système colonial. Ils agissent dans l'ombre, persuadés qu'aucune évolution pacifique n'est plus possible. Mais l'OS est fragile.
En 1950, elle est démantelée par la police française. Beaucoup de ses cadres sont arrêtés, d'autres passent dans la clandestinité totale. À ce moment critique, le nationalisme algérien se fracture. Messali Hadj veut garder le contrôle politique du mouvement. Il hésite encore sur le calendrier et les modalités de l'insurrection. En face, une génération plus jeune s'impatiente. Pour elle, attendre davantage, c'est risquer l'étouffement définitif. Les conflits deviennent personnels, idéologiques, stratégiques. Parmi les survivants de l'organisation spéciale, une conviction s'impose. L'insurrection doit être menée par une direction collective, indépendante des querelles partisanes. Ils estiment que Messali Hadj, malgré son prestige, est devenu un obstacle. C'est une rupture douloureuse, mais assumée. En 1954, ces militants créent une nouvelle structure clandestine, le Comité révolutionnaire d'unité et d'action, le CRUA. Son objectif est simple, unifier les forces, dépasser les divisions, passer à l'action. Le temps des débats est terminé. À l'été 1954, les réunions se succèdent dans la plus grande discrétion. Les moyens sont dérisoires, les armes rares, les réseaux incomplets. Mais la décision est prise. Ils savent que la répression sera terrible. Ils savent que la victoire est loin d'être assurée. Mais ils savent aussi qu'il n'y a plus d'alternative. À l'automne 1954, le compte à rebours est lancé. Les derniers préparatifs sont engagés. Une date est fixée. Une nuit. Une nuit qui va faire basculer l'histoire de l'Algérie. 1er novembre 1954, la nuit de la rupture. Dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre 1954, l'Algérie ne dort pas. Dans les montagnes, les villages, les villes, de petits groupes se mettent en mouvement. Ils sont peu nombreux, mal équipés, souvent inexpérimentés. Mais ils portent une décision irrévocable. À minuit passé, une série d'attaques éclate simultanément sur l'ensemble du territoire algérien. Postes de police, casernes, infrastructures symboliques du pouvoir colonial. Les actions sont limitées, parfois maladroites. Militairement, l'impact est faible. Mais politiquement, le choc est immense. Pour la première fois depuis 1830, une organisation algérienne revendique ouvertement la lutte armée contre la France. Derrière ces attaques se trouve une nouvelle organisation. Le Front de Libération Nationale. Le FLN. Son message est diffusé dès l'aube, sous forme de tracts clandestins. Le texte est clair, sans ambiguïté. Il appelle à l'indépendance totale de l'Algérie, à la restauration d'un État souverain et à la mobilisation du peuple algérien. Il ne promet ni victoire rapide, ni compromis. Seulement la lutte. À Paris, la nouvelle tombe comme un coup de tonnerre. Le gouvernement parle d'événements, de troubles, de banditisme. Personne ne veut encore prononcer le mot « guerre ». L'Algérie est considérée comme française. Admettre une guerre, ce serait reconnaître une nation algérienne. La réponse de l'État est rapide. Des renforts militaires sont envoyés, les pouvoirs de police sont élargis, les arrestations se multiplient. On pense alors pouvoir étouffer l'insurrection en quelques semaines. C'est une erreur d'analyse majeure. Dans les campagnes, la nouvelle se répand vite. Dans les villes, plus lentement. La population est partagée entre peur, prudence et espoir. Soutenir les insurgés, c'est risquer la prison, la torture, la mort. Mais ne rien faire, c'est accepter que rien ne change jamais. Progressivement, les réseaux s'étendent, les solidarités se construisent, la lutte cesse d'être celle de quelques groupes armés. Elle devient une cause collective. Très vite, le FLN cherche à s'imposer comme l'unique représentant de la lutte. Les organisations concurrentes sont marginalisées, parfois éliminées. La violence devient aussi interne. C'est le prix payé pour l'unité révolutionnaire. En 1955, l'engrenage est enclenché. Attentats, représailles, ratissages, exécutions. La spirale de la violence s'accélère. La France refuse toujours de parler de guerre, mais sur le terrain, elle est déjà totale. Le 1er octobre 1954 ne marque pas une victoire,
Il marque un choix, celui de rompre définitivement avec 130 années de domination coloniale, quoi qu'il en coûte. À partir de cette nuit-là, plus rien ne pourra revenir en arrière. Pourquoi 1954 était inévitable? La guerre d'indépendance algérienne n'est pas née en une nuit. Elle n'est pas le fruit d'un complot, ni d'une folie soudaine. Elle est l'aboutissement d'un siècle de domination, de promesses non tenues, de réformes avortées et de violences accumulées. Pendant des décennies, des Algériens ont cru à une autre voie. Ils ont écrit, ils ont pétitionné, ils ont négocié. À chaque étape, une même réponse. Des concessions symboliques, suivies de recul, puis de répression. Sétif, Guelma, Kerrata ont définitivement clos ce chapitre. Après 1945, la question n'était plus « faut-il rompre ?», mais « quand ?» Cette histoire n'oppose pas des peuples, elle oppose un système à ceux qu'ils dominaient. Des Européens d'Algérie ont parfois tenté de résister à l'injustice, des Français ont dénoncé la violence coloniale. Mais le système, lui, était trop enraciné pour se réformer. La guerre qui commence en 1954 sera longue, cruelle, dévastatrice. Elle laissera des centaines de milliers de morts, des traumatismes profonds et des blessures encore ouvertes. L'indépendance proclamée en 1962 ne réglera pas tout. Elle ouvrira d'autres combats. Mais elle mettra un terme à une négation fondamentale, celle de l'existence même du peuple algérien. Comprendre cette trajectoire, c'est refuser les raccourcis et les simplifications. C'est comprendre pourquoi la mémoire est encore vive, pourquoi certaines blessures ne se referment pas, et pourquoi l'histoire coloniale ne relève pas du passé, mais continue d'influencer les rapports entre les peuples. Raconter cette histoire, ce n'est pas raviver la haine, c'est transmettre, expliquer, mettre des mots sur des silences, parce qu'un peuple qui ne connaît pas son histoire reste vulnérable à ceux qui la déforment. 1954 n'était pas une fatalité, c'était une conséquence. Et comprendre cette conséquence, c'est se donner les moyens de ne plus reproduire les mêmes impasses. Si cette histoire vous a plu, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos.